sais que je parle à des ultra concernés. Donc la guerre d'Algérie, c'est une guerre de décolonisation. Automatiquement, si vous avez décolonisation, ça veut dire qu'avant tout ça, vous avez une colonisation. Il faut remonter bien avant toute notre histoire. Il faut remonter au 19e siècle et en 1830. Vous avez la prise d'Algérie. La France va coloniser le territoire algérien, va s'installer en Algérie. Les institutions françaises vont s'installer, l'école, l'armée. On va créer des départements français en Algérie. Désormais, l'Algérie, c'est la France. On parlera d'ailleurs d'Algérie française. La particularité de la colonisation de l'Algérie, c'est que ça va être une colonie de peuplement. L'Algérie va être vue comme un Eldorado, un moyen de recommencer à zéro, un moyen de trouver du travail. Donc énormément de personnes vont venir s'installer pour vivre en Algérie. La France va mettre en place un code de l'indigénat. Ce code de l'indigénat va être bien particulier. Dans ce code de l'indigénat est stipulé que tout le monde en Algérie est français. Sauf que on va faire la différence entre deux types de Français. Vous allez avoir les Français de souche européenne, qui représentent 10% de la population de l'Algérie, et les Français de souche musulmane, qui représentent 90% de la population de l'Algérie. Or, si tout le monde est français, mais qu'à l'intérieur de ce tout le monde est français, on fait quand même la différence entre deux types de personnes, et qu'elles ne sont pas traitées de la même manière. Au bout d'un moment, l'Algérie va rester française durant 130 ans. La colonisation de 130 ans, c'est long. Et 130 ans d'inégalité aussi. Au bout d'un moment, les revendications vont naître. Vous demandez un peu plus de droits, une meilleure représentativité politique, un meilleur accès au travail, un meilleur accès à l'éducation. Les partis politiques vont être créés pour défendre tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a un parti politique beaucoup plus violent qui va prendre le pas sur tous les autres et qui va semer la terreur. Ce parti politique, c'est le FLN, le Front de Libération Nationale. Et le Front de Libération Nationale, son objectif, peu importe le prix à payer et peu importe les conséquences, il faut que l'Algérie redevienne indépendante. Le FLN va choisir de prendre les armes. Et en novembre 1954, lors d'un événement que l'on appellera la Toussaint Rouge, vous avez une série d'attentats qui explosent dans toutes les grandes villes d'Algérie. C'est le départ de la guerre d'Algérie. Pendant très longtemps, cette guerre ne va pas porter de nom, parce que ça ne fait pas bien d'appeler ça une guerre. Parce qu'on est traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on ne veut pas inquiéter la population de métropole avec le terme de guerre, parce qu'on est en train d'envoyer des jeunes qui font leur service militaire en Algérie, qu'on ne veut surtout pas inquiéter les familles. Et surtout, l'Algérie est considérée comme la France, donc on ne peut pas faire la guerre à son propre pays. Donc on va appeler ça les événements d'Algérie, la crise algérienne, les opérations de maintien de l'ordre en Algérie. Sauf que c'est bel et bien une guerre. Et cette guerre, elle va durer 8 ans. C'est long, 8 ans de guerre. Et cette guerre, elle va s'assimiler à une guerre civile. Parce que vous allez avoir des Algériens qui vont lutter contre d'autres Algériens, des Français contre des Français contre des Algériens. Et aucun des deux camps n'est puni. Des exactions terribles ont été commises de deux côtés. La guerre d'Algérie, c'est une escalade de la violence. On répond à la violence par une forme de violence encore plus forte. Et c'est une guerre où on ne peut pas être neutre. On vous oblige à choisir un camp. Alors cette guerre d'Algérie va durer 8 ans et elle va se terminer en 1962. 1962, c'est la signature des accords d'Évian. L'Algérie est indépendante, c'est la proclamation d'un nouveau gouvernement provisoire. Ce nouveau gouvernement provisoire, avec à la tête des membres du FLN, veulent créer une Algérie nouvelle, avec une nouvelle histoire, un roman national. Dans ce roman national, il faut qu'il y ait des héros, des indépendantistes et des ennemis, les Français et ceux qui ont aidé les Français. Dans ce contexte-là, pour les Français d'Algérie installés, pour les Européens installés en Algérie, on va leur donner un seul choix, la valise ou le cercueil. Des milliers de personnes vont tout quitter. Ces personnes vont arriver en France métropolitaine, prendront un nom bien caractéristique, qui était le cas avant, mais qui va devenir bien caractéristique à ce moment-là, ce sont les pieds noirs. Mais les pieds noirs, ce n'est pas notre histoire, parce que les pieds noirs, ils arrivent ici. À la fin de la guerre d'Algérie, il y a une autre population, et vous êtes tous touchés par ça, qui arrive ici, ce sont les harkis. Le terme harki vient du terme arca. L'arca est une unité paramilitaire. L'arca existe, les harkis existent depuis que l'Algérie est colonisée.
C'est-à-dire que certaines personnes ont participé à la Première, à la Seconde Guerre mondiale, parce que la France a utilisé les Darkas comme des troupes coloniales. Donc, dans ce contexte-là, les harkis, par le nouveau gouvernement provisoire, vont être considérés comme des traîtres à la terre, comme des collabos. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On devient souvent pas harki par choix. D'accord? L'univers, le contexte de tout ça, cette guerre vous oblige à prendre un parti. Parce que le FLN fait semer la terreur. Parce qu'il faut trouver un moyen de se défendre. Parce qu'il faut trouver un moyen de faire survivre sa famille. Parce qu'il y a des logiques de clan, des logiques claniques dans cette guerre d'Algérie. Si vous touchez un membre de la famille, tous les hommes du village, de la famille, du clan, prennent parti. Vous avez aussi l'armée française qui est pas très clean, qui arrive dans certains villages et qui dit soit vous travaillez pour nous, soit ça va mal se passer. Là aussi, c'est extrêmement complexe. Mais ce nouveau gouvernement provisoire algérien, à ce moment-là, ne fait pas la différence. Et la France va se décharger de tout ça. À ce moment-là, à l'indépendance de l'Algérie, des milliers de harkis vont être massacrés. Et on massacre, on massacre pas seulement la seule personne, on massacre toute la famille. Il n'y a pas de différence. D'accord? Là, les harkis vont se tourner vers la France. Et là, la France va faire un pas de côté. Charles de Gaulle dira, président de la République à ce moment-là, il faut se débarrasser de ce magma de supplétif qui n'a servi à rien. La France abandonne délibérément les harkis à leur sort, en sachant très bien ce qui est en train de se passer pour eux. C'est à partir de ce moment-là que vous avez l'armée qui rentre en scène. Vous avez certains généraux de l'armée qui refusent d'obéir aux ordres de l'État français, en disant délibérément, ces hommes-là sont sous mon commandement. Ils ont combattu à nos côtés. Ils rentrent avec nous, point barre. Personne ne sera laissé de côté. L'armée rapatrie ces harkis et leurs familles, dans des conditions absolument terribles. Et une fois arrivée en France, la France de nouveau fait un pas de côté, en disant, nous on a déjà les pieds noirs à gérer, les harkis, logiquement, ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas la nationalité, ils n'ont plus la nationalité française. Donc nous on n'a pas à s'en occuper. L'armée se retrouve avec des milliers de personnes à gérer. Sauf que, il faut trouver un endroit. Et cet endroit, ça va être Rivesaltes. Et là va se mettre en place, encore une fois, une exclusion. Parce que Rivesaltes va réouvrir ses portes en hiver 1962. Cet endroit n'est pas fait pour ça. Et une nouvelle fois, l'histoire se remet en marche parce qu'on n'a pas retenu les leçons d'avant. L'histoire se remet en marche. On met ici des populations fragilisées. Vous êtes en hiver 1962. L'hiver 1962 est un des hivers les plus froids de l'année. Il a neigé à Rivesaltes. Rivesaltes n'est pas le seul endroit où l'on met ces personnes. Vous mettez à Rivesaltes, les baraques sont inutilisables. On va loger ces harkis sous des tentes militaires. Automatiquement, vous manquez de soins, vous manquez de chauffage. Vous arrivez d'Algérie de manière précipitée parce que vous avez dû fuir pour sauver votre vie. Vous n'arrivez sans rien. Et on vous met dans un endroit aussi difficile que celui-là. Forcément, ça ne fait pas bon ménage. Et forcément, la souffrance, le système d'encampement, quoi que vous fassiez, est violent. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et ici, on ne va pas appeler ça un camp, encore une fois. On va appeler ça un centre de reclassement de harkis. Parce qu'on va demander aux harkis de redemander la nationalité française. Nationalité qu'ils avaient quand l'Algérie était française. Donc pour certaines personnes, ça a été un désaveu total. Et une violence, et ça a été d'une violence terrible. Et l'exclusion va continuer. Ici à Rivesaltes, ça va durer, ce centre de reclassement de harkis va durer jusqu'en 64. 64, il ferme ses portes. Mais on va transformer ce centre de reclassement en hameau de forestage. Parce que l'exclusion, même si on ne fait pas croire ça, mais l'exclusion continue. Les hameaux de forestage sont des endroits où l'on va
envoyé travailler pour l'Office national des forêts. Plusieurs familles, mais les familles ne sont pas intégrées. C'est pareil avec l'école. Les enfants qui se trouvent ici ne sont pas mis dans les écoles aux alentours, dans les villages. L'école se fait dans le camp. Il n'y a pas d'intégration. La mise de côté continue. Et il faudra attendre 1975 pour que les harkis soient reconnus comme anciens combattants. Donc on entre dans une des pages les plus sombres et les plus honteuses de l'histoire de France. Donc cet endroit, comme je le disais, va rester ouvert jusqu'en 64. Ensuite, ça va devenir un hameau de forestage. Et ensuite, les familles qui se trouvent ici, les dernières familles qui se trouvent ici, vont être relogées à Rivesaltes, dans une cité que l'on appelle la cité du Réacre. Et puis Rivesaltes va continuer à être utilisé. Et à un moment donné, cet endroit va être complètement abandonné. On arrive dans les années 2000. Dans les années 2000, toutes ces parcelles sont laissées à l'abandon. L'armée prévoit de vendre ces parcelles. Ici, sur ce terrain du mémorial, était prévu soit un centre commercial, soit une station d'épuration. Et là, vous avez certaines personnes qui se mobilisent. Certaines personnes qui me disent « mais moi, je suis passée par ici enfant. Moi, j'ai mon père, ma mère qui sont passés par ici. » Et du coup, il va y avoir des documents aussi qui vont sortir de l'ombre, qui vont émerger. Et on va prendre conscience de tout ça. Et il va y avoir une mobilisation. Des associations vont être montées, des pétitions vont être signées, et il va y avoir une prise de conscience politique. La région va racheter cet îlot pour 1 euro symbolique à l'armée. Et on va classer cet îlot monument historique. On va ensuite lancer un concours d'architecture. Et le projet qui va remporter ce concours d'architecture, c'est le mémorial, qui est inauguré en octobre 2015. En octobre, ça fera maintenant 10 ans que le mémorial est ouvert. Alors dans le mot mémorial, on trouve le mot mémoire. À quoi ça va servir un mémorial? Un mémorial, ça présente une histoire qui s'est passée dans le passé et que ce passé serve à se poser une réflexion sur aujourd'hui et sur demain. On fait énormément d'interventions auprès des scolaires pour que toute cette histoire ne sombre pas dans l'oubli. Parce qu'il y a plein de choses dans l'histoire de France qui sont très, très belles, dont on peut être fier. Mais il y a certains aussi petits morceaux, ou plutôt gros morceaux, qui ne sont pas très glorieux, qui sont même honteux, qui ne sont pas dignes. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas en parler. Justement, il faut que cette histoire soit diffusée, racontée, que personne ne sombre dans l'oubli. Parce que des erreurs, on va en faire d'autres. Mais il faut surtout qu'on évite de reproduire ce qu'on a déjà fait. Et c'est à ça que sert un mémorial. C'est à ça que ça s'attend. Alors, on ne changera pas le monde, mais c'est ce que je dis beaucoup aux élèves que je suis là, aux élèves qui sont devant moi. Si déjà vous êtes au cœur du monde qui vous entoure et de celui d'où vous venez, c'est déjà un bon pas. Et il y a une phrase sur laquelle je conclue toujours. Toute personne qui ne connaît pas son histoire est condamnée à la revivre. C'est pour ça que les mémoriaux sont des endroits ultra importants. Et je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui, parce qu'encore une fois, hier, j'ai suivi vos interventions, surtout les interventions dans l'amphithéâtre, et tout ça, le fait d'être témoin, le fait de parler de cette histoire qui est sûrement absolument atroce et qui réveille parfois des douleurs énormes, ça n'a pas de prix. Parce que justement, c'est sur ça que nous, on se base pour pouvoir raconter tout ça. Et encore une fois, moi, je me positionne et je vous dis merci beaucoup. Merci. Et merci d'être là et merci d'avoir le courage et la force de revenir dans cet endroit. Merci à vous. Merci.